Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette sixième séance du séminaire du département de philosophie. On est un peu désolé du petit nombre de personnes ici présentes. C'est sûrement dû à l'horaire inhabituel de la séance du jour. On espère que pour les prochaines séances, on aura un peu plus d'étudiants. En tout cas, c'est une vraie joie pour Aurélien et pour moi que de continuer à organiser ce séminaire mois après mois. Euh, donc, je rappelle bon, le format hybride habituel. Hein. Donc, on a ici Lucie Vézel présente à Rouen et Christophe David répondant sera à distance, Aurélien Dedon à distance aussi, moins loin, mais à distance tout de même. On peut rappeler peut-être en quelques mots le format de ce séminaire. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les étudiants aujourd'hui parce que c'est quand même à eux que ce séminaire est destiné en priorité. Le but est de permettre à de jeunes chercheurs et chercheuses en philosophie de présenter leurs travaux dans un cadre convivial tout en permettant aux étudiants donc, de se familiariser avec la recherche en philosophie telle qu'elle se fait actuellement. Je rajoute que pour les séances sont enregistrées, donc je ne sais pas si ça vous pose un souci, évidemment, on, on vous coupera au montage, on n'enregistrera pas la séance. Je passe sans plus tarder à la présentation de notre intervenante et de son discutant. Donc, nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir Lucie Vézel. Je remercie encore très chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Lucie Vézel est donc agrégée de philosophie, actuellement doctorante sous la direction de Michel Cohen-Halimi à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Au cours des dernières années, elle a assumé des charges de cours dans plusieurs universités parisiennes, mais également ici à Rouen. Lucie a publié plusieurs articles de recherche en lien très étroit avec son intervention d'aujourd'hui, parmi lesquels on peut mentionner la détermination matérialiste de l'esprit critique dans la philosophie d'Adorno, qui a été publiée dans la revue Le Philosophoire en 2017, mais également Art et négativité, l'énigme des œuvres d'art dans la théorie esthétique de Théodore Adorno, paru en 2018 dans l'ouvrage collectif Où en sommes-nous avec la théorie esthétique d'Adorno, ouvrage coédité par Christophe David, discutant aujourd'hui. Et Lucie a également coédité en 2019 un ouvrage intitulé Adorno contre son temps, issu d'un colloque à l'Université de Nanterre et publié aux presses universitaires de Nanterre. Et comme je disais, l'intervention de Lucie aujourd'hui se situe dans la continuité de ses travaux antérieurs, puisqu'elle a pour titre Adorno et l'expérience esthétique. Pour lui répondre, nous avons la chance et le très grand plaisir d'accueillir Christophe David. Christophe David est maître de conférences en philosophie à l'Université Rennes 2, spécialiste notamment de philosophie allemande moderne et contemporaine, de philosophie de l'art et de la théorie critique. Sa thèse, soutenue en 1999 sous la direction de Michel Haar, portait sur la main et la pensée. Il a depuis publié un très grand nombre d'ouvrages, d'articles, mais également de traductions, en particulier des traductions de nombreux textes d'Adorno, de Günther Anders et de Walter Benjamin. Parmi ces publications, citons par exemple en lien direct avec le thème de l'intervention d'aujourd'hui, Contre le cinéma, note sur Adorno et le cinéma, publié dans l'ouvrage Adorno contre son temps, justement édité par Lucie. Ou encore, puisque nous sommes si nombreux à nous intéresser à la phénoménologie, on peut citer également les sens de la manifestation, les sens, mise en situation d'Étienne Tassin dans le tournant politique de la phénoménologie, entre Maurice Merleau-Ponty et Yann Patochka dans le sillage d'Anna Arendt et aux côtés de Marc Richir, article issu d'un colloque tenu en 2019. Merci encore, Christophe David, d'avoir accepté ce rôle de discutant. Juste avant de céder la parole à Lucie, je souhaiterais encore remercier, bien sûr, Aurélien Dedon. Et je rappelle la date de la prochaine séance, ce sera le 4 avril. Ludmilla Morin interviendra sur le thème « La maternité comme point aveugle de l'émancipation des femmes », lecture croisée de Mill et Harriet Taylor. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Lucie. Merci beaucoup Alexis et Aurélien de m'avoir invité et réinvité dans ce séminaire puisque ma première intervention devait avoir lieu au printemps 2020 et puis la suite on la connaît. Hein, donc merci d'avoir renouvelé cette invitation pour cette année. Donc là, ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est une partie en fait de mon dernier chapitre de thèse hein, qui porte sur la théorie esthétique d'Adorno, où j'essaye de penser l'articulation ma thèse porte sur la question de la métaphysique chez Adorno, son sauvetage critique, et j'essaie de penser dans ce dernier chapitre l'articulation entre voilà, le sort qu'Adorno réserve à la métaphysique, son sauvetage critique, et le devenir de cette question dans son dernier ouvrage, La théorie esthétique, qui fait suite à la dialectique négative. Et donc, la question de l'expérience esthétique me permet de retravailler un petit peu la question de la métaphysique et de l'expérience métaphysique dès lors que l'on se situe non plus dans les textes arides tels que la dialectique négative, mais dans le champ de l'esthétique.
Donc, qu'est-ce qu'une expérience esthétique? De quoi faisons-nous l'expérience dans l'art au contact rapproché des œuvres? Ces questions occupent une place prépondérante au sein de la réflexion esthétique d'Adorno, de ses premiers écrits sur la musique jusqu'à la théorie esthétique, en passant par son cours d'esthétique de 58-59, qui fut l'un des laboratoires de sa grande esthétique. Le concept d'expérience, Erfahrung en allemand, devient véritablement central dans la pensée adornienne au tournant des années 50 et 60, avec notamment la publication des Minima Moralia en 51 et des 3 études sur Hegel en 57. Rappelons à ce titre que la dédicace de Horkheimer, des Minima Moralia faisait de l'expérience individuelle et subjective un élément incontournable pour la connaissance de la société. Telle une monade leibnizienne, l'individu exprime non seulement l'ensemble de la totalité sociale à laquelle il appartient, mais il offre également un point de vue sur celle-ci et il ouvre ainsi la voie à la connaissance de ses logiques et de ses tendances. De même, dans la deuxième des 3 études sur Hegel, qui s'intitule « Le contenu de l'expérience », Adorno reprend la définition hegelienne de l'expérience comme conscience de l'effectivité, c'est-à-dire comme conscience des conflits sociaux et de l'irrationalité du monde. Et il souligne par là la matrice sociale et historique du concept hegelien de la dialectique. Dans la dialectique négative, enfin, publiée en 66, Adorno se demande quel sens la mort peut encore revêtir après Auschwitz et tente de cerner une expérience historique limite, celle de la négation extrême de l'humanité dans les camps et de la torture généralisée, sous le syntagme d'expérience métaphysique. Le philosophe de Francfort s'installe ainsi délibérément dans ce que Kant appelait les antinomies de la raison, et ce, afin de rendre compte d'une situation historique exceptionnelle qui voit le sens que l'on peut donner à la mort se trouver entièrement bouleversé. Et Lyotard, dans Le Différent, parlera à ce titre de la mort de la belle mort. Donc, la notion d'expérience métaphysique désigne, je l'ai dit, une expérience historique limite d'une négativité telle qu'elle ne saurait être relevée, dépassée ou réconciliée. Et rendre compte de cette expérience métaphysique suppose de saisir le non-identique dans l'histoire, et pour cela, d'enrayer la logique identifiante qui travaille au cœur de la conceptualité. Alors, l'expérience esthétique, telle que la conçoit Adorno, s'élabore dans la continuité de ses interventions successives sur le concept d'expérience. Ça ne vient pas de nulle part. Elle procède également d'un changement d'objet, ainsi que d'une radicalisation de son matérialisme, qui oriente la réflexion vers l'objectivité concrète et matérielle des œuvres d'art. L'expérience esthétique ne saurait par conséquent se réduire à une simple affaire de goût individuel, ni à une contemplation éthérée de l'idée de beau. Elle n'est pas non plus le reflet objectif de la société au sein de laquelle elle se produit, simple reproduction mécanique de l'esprit du temps. Donc, quel est alors le contenu de cette expérience esthétique si elle n'est constituée ni par la vibration de la sensibilité du sujet, ni par le reflet de la société dans l'œuvre? Et dans quelle mesure l'expérience esthétique peut constituer ou non le modèle d'une expérience pleine et non réduite, qu'Adorno appelait de ses voeux dans la dialectique négative? Autrement dit, ce sera ma question du jour, l'expérience esthétique constitue-t-elle un modèle pour penser, plus positivement cette fois, ce qu'Adorno nomme l'expérience métaphysique comme visée du non-identique dans l'histoire? J'aimerais aujourd'hui tenter d'esquisser une réponse à ces questions en traversant un certain nombre de thèmes propres à la réflexion esthétique d'Adorno. Je commencerai par montrer que la réflexion adornienne sur l'expérience esthétique formule l'exigence de se tenir au plus près du concret des œuvres et renvoie pour cela dos à dos l'esthétique idéaliste et l'esthétique empirique. J'expliciterai ensuite la référence au philosophe pragmatiste John Dewey dans la théorie esthétique d'Adorno, dans la mesure où celle-ci permet de mieux cerner le lien étroit qui unit l'art à la question de l'expérience chez les deux philosophes, avant d'exposer dans un dernier temps le contenu de l'expérience esthétique telle qu'Adorno la conçoit. Donc, premier temps de cet exposé, l'exigence du concret, la critique de l'esthétique idéaliste et de l'esthétique empirique. Alors, la théorie esthétique n'est pas, son titre l'indique, n'est pas à proprement parler une théorie de l'art. Il ne s'agit pas d'un ouvrage purement spéculatif sur l'art, comme manifestation de l'idée ou de l'esprit. Ce n'est pas non plus un essai sur le goût et sa norme, qui serait délié de toute expérience concrète des œuvres. Adorno cherche à y affiner son matérialisme, et il tourne son esthétique vers l'objectivité et le concret des œuvres, ce qui ne va pas sans difficulté.
Dans les Paralipoména, qui est un petit texte annexe à la théorie esthétique, Adorno note ainsi que si l'esthétique ne peut plus s'élaborer indépendamment de l'expérience de l'objet, elle n'en reste pas moins générale et abstraite, car l'art est une forme de connaissance. Je cite Adorno sur ce point, « Pour être vécue dans sa totalité, toute œuvre d'art requiert la pensée et par conséquent la philosophie, qui n'est rien d'autre que la pensée qui refuse de se laisser arrêter. La compréhension se confond avec la critique. Au sens emphatique, l'art est une connaissance, mais non une connaissance d'objet. Seul comprend une œuvre d'art celui qui la comprend comme une complexion de vérité. » Donc, pour mettre au jour la teneur de vérité de l'œuvre d'art, il faut une interprétation philosophique de celle-ci, mais le problème, c'est que l'esthétique se trouve alors exposée au risque d'un discours universalisant, proprement inadéquat aux œuvres singulières. Adorno revient sur la situation épineuse et décourageante dans laquelle se trouve l'esthétique dans son introduction première. Je cite à nouveau Adorno, « L'esthétique philosophique se vit placée devant l'alternative fatale entre une universalité bornée et triviale et des jugements arbitraires le plus souvent déduits de représentations conventionnelles. Oscillant entre un nominalisme radical et un classicisme abstrait, l'esthétique philosophique a quelque chose de suranné, et elle semble bien incapable de prendre en charge le concret esthétique. Dès lors, comment faire droit à la particularité des œuvres sans pour autant perdre la capacité à les théoriser? Et inversement, comment approcher par le concept la non-identité de l'art sans écraser cette dernière par des déterminations universelles, abstraites et mutilantes? Ni considération en surplomb, ni pure phénoménologie des œuvres, le discours esthétique doit, selon Adorno, s'efforcer de trouver la juste distance critique à l'égard de l'art s'il veut être adéquat à son objet. Je cite Adorno, « L'esthétique fut productive que tant qu'elle respecta sans la réduire la distance à l'empirie et pénétra avec une pensée monadique fermée sur elle-même dans le contenu qui était son autre. » L'un des principaux enjeux de la théorie esthétique d'Adorno va dès lors consister à inventer une nouvelle approche du concret, par le renvoi dos à dos de l'idéalisme et de l'empirisme en matière d'esthétique. Je cite Adorno, « Le climat de la connaissance de l'art est soit l'ascèse imperturbable du concept, qui résiste obstinément aux faits, soit la conscience inconsciente au milieu des choses. » Donc, quels sont les défauts inversés et réciproques de l'idéalisme et de l'empirisme esthétique? L'introduction première formule un verdict sans appel à l'encontre des esthétiques idéalistes de Kant et de Hegel. Le philosophe de Francfort reproche à ses prédécesseurs d'avoir théorisé sur l'art sans avoir mis leur esthétique à l'épreuve des œuvres. Les esthétiques kantiennes et hegeliennes seraient ainsi trop universelles, générales et abstraites au regard des œuvres d'art singulières et concrètes, et elles seraient donc en ce sens parfaitement inadéquates à leur objet. Je cite Adorno, la formule est sans appel, Hegel et Kant furent les derniers qui, pour parler franc, purent écrire une grande esthétique sans rien comprendre à l'art. Il est vrai que ni l'un ni l'autre ne parlent d'une œuvre d'art en particulier dans leur esthétique respective. Le philosophe critique se contente d'analyser les conditions transcendantales de nos jugements de goût dans la critique de la faculté de juger. Et si Hegel se penche en particulier sur l'art égyptien, grec ou romantique dans son cours d'esthétique, il ne propose aucune analyse critique d'une œuvre singulière. Or, toute œuvre d'art médiatise et modifie nécessairement les normes générales formulées au sein d'une théorie esthétique. C'est pourquoi l'enjeu de la théorie esthétique réside dans la tentative pour penser le concret esthétique via la confrontation des catégories esthétiques traditionnelles à ces monades sans fenêtre que sont les œuvres d'art. Bon, il faut cependant noter que si Adorno renvoie dos à dos les esthétiques idéalistes de Kant et de Hegel, il valorise cependant davantage l'esthétique de Hegel que celle de Kant, dans la mesure où celle-ci prend le parti de l'objectivité esthétique et postule un lien essentiel entre art et vérité. Donc là où l'esthétique kantienne se révèle impuissante pour penser l'art d'avant-garde, qui va par exemple à l'encontre du bon goût socialement normé, l'esthétique hegelienne substitue la chose même au jugement esthétique du goût et s'avère pour Adorno par là plus pertinente pour déterminer le contenu de l'expérience esthétique contemporaine et son éventuel sens ou signification objective. Donc, si la question de l'expérience esthétique et la critique des esthétiques idéalistes de Kant et de Hegel qu'elle suppose constitue l'un des fils conducteurs de la théorie esthétique, elle ne conduit toutefois pas Adorno à verser dans l'esthétique empirique.
On peut dégager au moins 2 raisons pour lesquelles l'esthétique empirique échoue devant l'art aux yeux du philosophe de Francfort. Tout d'abord, l'esthétique empirique s'apparente à une forme de positivisme, dans la mesure où, d'une part, elle condamne comme superstition la thèse spéculative selon laquelle une œuvre d'art recèlerait une part d'esprit objectif, et où, d'autre part, elle traite les œuvres comme des faisceaux de stimuli dépourvus de qualification. Placée sous le diktat de la science, l'esthétique empirique voudrait s'élever, par classification et par abstraction croissante, des descriptions empiriques aux normes universelles esthétiques. Mais ce faisant, l'esthétique empirique laisserait s'échapper son objet, puisqu'elle ne s'intéresse pas à l'œuvre d'art, elle ne s'intéresse à l'œuvre d'art qu'en tant qu'elle est susceptible d'être observée, mesurée, généralisée, et non plus appréhendée dans son objectivité concrète et matérielle. Autrement dit, l'esthétique empirique perdrait l'objectivité esthétique au profit de ce qu'Adorno nomme la sphère foncièrement préesthétique, celle du simple plaisir ressenti immédiat, subjectif et naïf devant les œuvres, qui réduit l'art à un simple plaisir dominical, à un complément de la quotidienneté bourgeoise lors des loisirs. À l'encontre de l'esthétique empirique et de son subjectivisme inaperçu, Adorno défend une approche spéculative en matière d'esthétique, qui serait plus à même d'analyser le caractère causal des œuvres et d'affronter le problème central de leur teneur de vérité. L'esthétique empirique échoue également devant les œuvres dans la mesure où l'art est irréductible à la réalité empirique. Je cite Adorno, « est essentiel dans l'art ce qui n'est pas un fait brut, incommensurable aux critères empiriques de toute chose. Penser dans l'art ce qui n'est pas fait brut et ce qui appelle une réflexion esthétique. » L'une des lois immanentes de l'art moderne radical, selon Adorno, est précisément de refuser le monde empirique, c'est-à-dire de contester les règles du jeu de l'état de choses existant, en vue de construire un monde meilleur, sans pour autant pouvoir le représenter positivement. Je cite une formule très connue de la théorie esthétique, l'art est l'antithèse sociale de la société. L'art moderne radical se différencie par là des produits de l'industrie culturelle, on y reviendra, mais qui favorisent l'adaptation à ce qui est, et inhibe toute forme d'émancipation individuelle et collective par l'art. Parce qu'elle se fonde sur l'empirie ou l'expérience immédiate et brute des œuvres, l'esthétique empirique serait ainsi incapable de saisir la dimension subversive, critique et utopique de l'art moderne. Alors, deuxième point sur le rapport Adorno-Dewey et la question de l'expérience esthétique. Dans le cadre de la critique de l'esthétique empirique, il est intéressant de noter que le philosophe pragmatiste américain John Dewey, qualifié par Adorno du seul et vraiment libre, échappe au diagnostic d'échec formulé par Adorno à l'encontre de l'esthétique empirique. Une seconde mention du philosophe américain apparaît au sein de la théorie esthétique dans le contexte d'un argument concernant le rapport de l'esthétique à la science. Je cite cet argument. Le fait que l'esthétique, pour être plus que du bavardage, se veut ouverte et prête à prendre des risques, lui impose le sacrifice de toute sécurité qu'elle aurait pu emprunter aux sciences. Nul n'a exprimé cette nécessité de manière plus directe que le pragmatiste Dewey. Donc, comme l'esthétique de Dewey, l'esthétique d'Adorno se veut objective, sans pour autant évoluer dans la continuité de la pensée scientifique ou du positivisme. La question se pose alors de savoir comment interpréter cette double référence à Dewey dans la théorie esthétique. Quels sont les points de convergence entre l'esthétique pragmatiste que Dewey développe dans son essai de 1934, L'art comme expérience, et l'esthétique dialectique adornienne. Alors, Adorno et Dewey partagent tout d'abord une même volonté de retour aux choses vécues, de l'expérience, alliée à une critique radicale de l'empirisme traditionnel, dans la mesure où celui-ci ne permettrait pas d'atteindre une quelconque expérience objective. Donc, je le rappelle, mais on entend par empirisme une théorie de la connaissance qui accorde un rôle prépondérant à la sensation ou aux impressions sensibles et qui affirme que les idées ne proviennent pas d'une exigence innée de la raison, mais d'habitudes et de mécanismes agencés par l'expérience. Dans L'expérience et la nature, publié en 1925, Dewey souligne le fait que l'empirisme classique réduit l'objet expérimenté à l'acte par lequel on fait l'expérience de quelque chose. Prenons l'exemple de la description d'un fauteuil par un philosophe empiriste. Dewey montre comment le fauteuil disparaît et se trouve remplacé par certaines qualités sensibles qui s'attachent à l'acte de voir. Autrement dit, le fauteuil décrit par l'empiriste n'est plus le siège dont on fait directement l'expérience,
dont on se sert, dont on retire satisfaction, une chose qui a son origine et son devenir bien à elle et indépendamment des autres, ça ne serait qu'un complexe de qualités sensibles, données semblables à un noyau, que vient entourer un faisceau de qualités supplémentaires ranimées en imagination sous forme d'idées. Faisant des impressions sensibles atomiser les éléments premiers de la connaissance humaine, l'empirisme échouerait ainsi pour Dewey à atteindre le monde perçu dans lequel nous agissons en tant qu'agents. Il aurait aussi pour effet de disjoindre l'expérience humaine de la nature, conçue dès lors comme un tout séparé de l'expérience auquel il est impossible d'accéder. Et précisément, l'ambition de Dewey est de sortir l'empirisme de cette impasse du subjectivisme en réconciliant l'expérience et la nature, c'est-à-dire en insistant sur la teneur objective de l'expérience. Je cite un extrait de L'expérience et la nature de Dewey. L'expérience est de la nature tout autant que dans la nature. On ne fait pas l'expérience de l'expérience, mais de la nature, des pierres, des plantes, des animaux, des maladies, de la santé, de la température, de l'électricité, etc. Les choses qui ont un certain mode d'interaction sont l'expérience. Elles sont l'objet de l'expérience. Quand elles ont certains autres modes de liaison avec un autre objet naturel, il s'agit du corps humain, elles sont aussi la façon dont on se fait cette expérience. Ainsi, l'expérience s'engage-t-elle dans les profondeurs de la nature, elle a de la profondeur. À l'inverse, l'atomisation des traits constitutifs des objets connus en un faisceau de stimuli conduit non seulement à concevoir la nature comme un mécanisme indifférent et mort, mais elle est également révélatrice d'une manière de penser qui est intimement liée à notre condition d'agents modernes aliénés, c'est-à-dire repliés sur eux-mêmes, coupés du monde de l'expérience. Dewey qualifie cette attitude, cette manière de penser d'intellectualisme, qu'il définit comme la théorie selon laquelle toute la nature doit être réduite et transformée jusqu'à être un objet manipulable et quantifiable par la science. L'intellectualisme va à l'encontre des réalités qui sont vécues dans l'expérience première, car les choses sont des objets qui sont faits pour être, je cite Dewey, traités, utilisés, pour qu'on agisse avec eux ou sur eux, qu'on en profite ou qu'on les subisse, bien plus que pour qu'on les connaisse. Ce sont des choses vécues avant d'être des choses connues. Donc l'approche intellectualiste fait peser sur le contenu de l'expérience vécue l'exigence de contraintes formelles associées à une méthode scientifique afin de valoir comme preuve. Et on notera ici la très grande proximité entre cet intellectualisme critiqué par Dewey, qui fait abstraction des qualités sensibles des objets et réduit par là leur valeur d'usage à leur valeur d'échange, et la raison instrumentale, telle qu'elle est décrite, thématisée, décriée par Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison, qui fait du nombre le canon de Love-Clairaut. Les deux sont les alliés du scientisme et concourent, selon les auteurs, selon les philosophes, à la déformation de l'expérience dans les sociétés modernes capitalistes. Ce qui intéresse sans doute le plus Adorno, c'est des suppositions que je fais, mais bon, j'essaie de reconstruire l'argument et la référence à Dewey. Ce qui l'intéresse sans doute le plus dans la philosophie pragmatiste de Dewey, c'est le fait que ce dernier oppose à cette conception aliénée de l'expérience le modèle d'une expérience pleine et non réduite. Dans l'art comme expérience, Dewey prend le contre-pied d'un pragmatisme étroitement scientifique et développe en effet la thèse selon laquelle l'expérience esthétique, de par sa pureté, pourrait constituer un modèle pour le philosophe qui cherche à cerner le contenu même de l'expérience. Je cite Dewey, la citation est sur le polycopier que je vous ai distribué. Je cite Dewey, donc, dans l'art comme expérience. Si l'on n'avait pas si souvent abusé du terme pur dans la littérature philosophique, si on ne l'avait pas si souvent employé pour suggérer qu'il y a quelque chose de mixte et d'impur dans la nature même de l'expérience, et pour dénoter quelque chose qui la transcende, il serait possible de dire que l'expérience esthétique est expérience pure, car elle est libérée des forces qui entravent et embrouillent son développement en tant qu'expérience. Libérée, en d'autres termes, des facteurs qui subordonnent l'expérience directement éprouvée à une chose située au-delà d'elle-même. Concernant l'expérience esthétique, le philosophe doit donc s'efforcer de comprendre de quoi il y a expérience. L'esthétique occupe ainsi une position clé au sein de la pensée de Dewey pour au moins 3 raisons. Premièrement, si toute expérience n'est pas une expérience esthétique, toute expérience possède néanmoins une dimension ou un noyau esthétique qui lui confère sa cohérence et son unité. Dans toute expérience complète, je cite Dewey, il y a forme parce qu'il y a organisation dynamique.
Ce qui donne à une expérience son caractère esthétique, c'est la transformation de la résistance et des tensions, ainsi que des excitations qui sont en soi une incitation à la distraction, en un mouvement vers un terme inclusif et profondément satisfaisant. Le terme d'esthétique qualifie ici donc toute expérience qui possède un caractère d'achèvement, de clôture, de complétude, et qui confère au vécu une intensité particulière. Deuxièmement, Dewey souligne, près de 3 décennies avant Adorno, combien l'esthétique constitue une mise à l'épreuve de la théorie philosophique au contact du concret. Dans ces conditions, je cite Dewey encore, si la théorie esthétique proposée par un philosophe est à l'occasion un test de la capacité de son auteur à vivre l'expérience qui est l'objet de son analyse, elle est aussi beaucoup plus que cela. Elle est un test de la capacité du système qu'il défend à saisir la nature de l'expérience en question. Troisièmement, Dewey voit dans l'art un sanctuaire vis-à-vis de l'aliénation du monde moderne, car il nous permet de développer des pratiques et des rapports au monde plus enrichissants ou à même de nous accomplir en tant qu'être humain. L'expérience esthétique enveloppe ainsi une visée pédagogique, puisqu'elle nous fournit le moyen de développer une individualité plus complète et authentique. Les œuvres d'art parlent un langage expressif, signifiant, mais non conceptuel, et ce langage engage notre corporéité, notre sensibilité de spectateur, et il encourage par là une interaction plus concrète et intégrée avec notre environnement. Comme le résume Dewey dans son essai de 1925, l'art pourrait ainsi servir de correctif à l'expérience contemporaine déformée, dans la mesure où il nous apporte une union de nécessité et de liberté, une harmonie du multiple et de l'un, une réconciliation du sensuel et de l'idéal, sans vraiment préciser, cependant, comment l'art encourage et permet une telle réconciliation. Et donc, un certain nombre d'affinités entre la pensée de Dewey et celle d'Adorno permettent ainsi peut-être d'expliquer la double mention du philosophe pragmatiste dans la théorie esthétique. Les deux philosophes formulent le diagnostic, on l'a dit, d'une déformation, voire d'une mutilation de l'expérience moderne par le capitalisme et le scientisme. Ils accordent également une place centrale à la question de l'expérience dans leur esthétique respective, au point de faire de l'expérience esthétique le paradigme de toute expérience pleine et non réduite. Néanmoins, ce rapprochement entre Dewey et Adorno ne doit pas masquer des points de divergence au sein de leur esthétique respective. On peut en relever au moins deux. Tout d'abord, il n'existe pas de pensée d'autonomie des œuvres d'art chez Dewey. Au contraire, son organicisme le conduit à tenter de tisser l'expérience esthétique dans la vie quotidienne, là où Adorno insiste bien plutôt sur l'antinomie structurelle des œuvres d'art et de la société. Donc, l'autonomie de l'art, telle que Adorno la conçoit, renvoie au devenir autonome des arts dans la modernité, c'est-à-dire à leur émancipation progressive à l'égard d'impératifs sociaux, politiques, religieux, moraux et éducatifs. Et ce processus socio-historique de devenir autonome de l'art va de pair avec la formation d'un concept de l'art comme sphère de validité sui generis, en vertu de laquelle la réussite esthétique ne se mesure pas aux critères du vrai, du bon et de l'utile. Donc, on reconnaît là la catégorisation de l'art telle que Kant la propose dans sa troisième critique, mais Adorno propose une forme de réinterprétation de la catégorie kantienne d'art autonome de manière négative. Pour Adorno, l'art est autonome en tant qu'il est critique de la réalité empirique. Autrement dit, l'art authentique pour Adorno est asocial. Les œuvres d'art sont des objets asociaux, butés, formés en eux-mêmes, qui ont leur logique propre. Elles se comportent comme des monades sans fenêtre. Elles se comportent de façon antithétique à l'empirie. Autrement dit, l'art autonome se caractérise par sa résistance face au contexte social duquel il est issu. Et cette relation antagoniste de l'art envers la société conduit Adorno à caractériser les œuvres d'art comme des monades sans fenêtre et à distinguer deux domaines opposés de la production artistique. L'art autonome, d'une part, et l'art administré, aliéné, transformé en marchandise par la culture de masse, d'autre part. Donc la thèse adornienne de l'autonomie de l'art dans la théorie esthétique ne peut se comprendre qu'au regard de sa critique du capitalisme et de l'industrie de la culture développée dans la dialectique de la raison. Le danger qui guette l'art
n'est pas la mort de l'art, hein, comme l'avait prédit Hegel, ou son dépassement dialectique, mais ce qu'Adorno nomme, en forgeant un néologisme, hein, son Entkunstung, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par la désartification ou la désesthétisation de l'art. Et qu'est-ce que ce terme vise à exprimer, hein? Il vise à exprimer le moment où l'art cesse d'être autonome, devient administré, intégré, défiguré par l'industrie de la culture. Donc c'est vraiment le moment où l'art devient une marchandise qui vise à nous divertir, à nous consoler et à conforter des tas de choses existantes. Et en ce sens, la théorie esthétique prolonge le projet d'une théorie sociale critique de la société qu'Adorno formule par ailleurs dans d'autres ouvrages. Adorno se montre ensuite, c'est mon deuxième point, beaucoup moins optimiste que Dewey quant à la capacité de régénération de l'expérience moderne par l'art au sein d'une société moderne, rationalisée. En effet, pour Adorno, l'esthétique n'est pas un sanctuaire d'une expérience pleine et non réduite, dans la mesure où les expériences des œuvres, notre expérience des œuvres est informée, préformée, voire même déformée par les conditions socio-historiques qui sont les nôtres. Dans son essai « Le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute », traduit en français par Christophe David, précisément, Adorno montre à quel point la musique contemporaine radiodiffusée s'est transformée en marchandise et confisque par là notre faculté d'écoute, pourtant indispensable à l'expérience esthétique de la musique. Je cite Adorno dans ce petit ouvrage, donc, « L'ensemble de la vie musicale contemporaine est dominé par la forme de la marchandise. Les derniers vestiges précapitalistes ont disparu. La musique à laquelle on accorde avec générosité tous les attributs des choses éthérées et sublimes sert essentiellement en Amérique à la publicité des marchandises que l'on doit précisément acquérir avant même de pouvoir écouter de la musique. » De même, dans Beau Passage, Adorno oppose l'écoute structurelle à l'écoute atomisée, caractéristique de la musique légère et des tubes de l'industrie culturelle. Donc là où l'écoute structurelle repose pour Adorno sur la capacité à percevoir les connexions musicales, à percevoir comme une totalité qui fait sens la musique telle qu'elle est, idéalement construite et articulée, l'écoute atomisée, elle, se perd, impuissante et passive, dans l'attrait de l'instant, dans l'agrément du son isolé, dans la mélodie accessible et mémorisable. C'est-à-dire qu'elle prélève de belles mélodies, ici et là, au lieu d'accompagner l'impulsion qui anime les grands mouvements musicaux. Et donc, faute de percevoir l'œuvre d'art comme une totalité en devenir, l'écoute atomisée renonce à la synthèse subjective et objective requise par l'écoute de toute musique hautement organisée. Donc la question se pose de savoir si l'expérience esthétique ne peut pas offrir pour Adorno une régénération effective de l'expérience esthétique, de l'expérience contemporaine mutilée. Pourquoi offre-t-elle malgré tout un modèle critique de ce que serait une expérience pleine et non réduite? C'est-à-dire, pourquoi malgré tout Adorno met-il en rapport l'expérience esthétique et l'expérience métaphysique? Et pour répondre à cette question, il me semble nécessaire de circonscrire, dans un dernier temps, le contenu de l'expérience esthétique adornienne. Donc, qu'est-ce qu'une expérience esthétique aux yeux du philosophe de Francfort? Et plus précisément, quelles sont les caractéristiques d'une expérience esthétique réussie, ou du moins adéquate? On peut en dégager au moins 3. Tout d'abord, l'expérience esthétique, le contenu de l'expérience esthétique, qui serait véritablement transformatrice, contraste avec l'expérience esthétique appauvrie, offerte par les produits de l'industrie de la culture. Donc, une même thèse unit la dialectique de la raison à celle de la théorie esthétique. Là où l'expérience esthétique non réglementée est émancipatrice pour l'individu, dans la mesure où elle l'affranchit de la domination de la rationalité calculatrice, elle le décentre de lui-même et donne voix à la nature refoulée en lui. Les produits de l'industrie culturelle enferment à l'inverse le sujet en lui-même. Ils inhibent en lui toute capacité de résistance aux représentations capitalistes, administratives et médiatiques établies. Deuxième point, l'importance cruciale qu'Adorno accorde à l'expérience esthétique n'implique cependant, il faudrait se garder de penser cela, aucune expérience esthétique naïve et immédiate. Il s'agit bien plutôt d'analyser les problèmes et les structures de ces objets esthétiques que sont les œuvres. Au début de son cours d'esthétique de 58-59, Adorno souligne sa proximité avec la démarche hegelienne, qui affirme l'objectivité du beau et de toutes les catégories esthétiques.
et Adorno le souligne, hein, le domaine entier de l'esthétique doit être ouvert dans son objectivité et non comme purs effets sur nous en tant que sujet. Une telle conception de l'expérience esthétique va de pair avec le rejet de la position kantienne, qui propose d'appréhender l'art par le jugement de goût que nous portons sur l'œuvre. Et ce primat, donc donné non pas au sujet, mais à l'objet, aux œuvres, suppose, propose, invite à un décentrement du sujet. Je cite Adorno dans la théorie esthétique, « L'expérience esthétique est mouvement opposé au sujet. Elle exige quelque chose qui ressemble à l'autonégation du spectateur, sa capacité à réagir à ce que les objets disent ou taisent d'eux-mêmes, ou à le percevoir. » Ainsi, là où l'industrie culturelle encourage ses consommateurs à se projeter dans les personnages d'un film, à se mettre à la place des personnages d'un roman ou encore à projeter un sens sur l'œuvre, l'expérience esthétique établit d'abord une distance entre le spectateur et l'objet. Autrement dit, l'expérience esthétique doit, pour Adorno, rompre avec le sortilège de l'ipséité, avec le sortilège de l'identité à soi, et elle devient par là le modèle d'un stade de conscience où le moi cesserait de puiser son bonheur dans ses intérêts personnels et dans sa volonté de conservation ou de reproduction. C'est pourquoi l'atteinte de l'objectivité esthétique suppose ce qu'Adorno nomme une immersion du sujet dans l'œuvre, c'est-à-dire de s'absorber dans les œuvres d'art ou encore de s'en remettre aux œuvres. La théorie esthétique va plus loin encore dans l'affirmation d'un privilège de l'expérience esthétique pour formuler l'exigence de plonger dans le singulier, de manière à libérer le noyau d'expérience contenu dans les œuvres. Je cite Adorno, hein, le comportement adéquat par rapport à l'art suppose un effort de participation à la réalisation de l'œuvre et à celle de sa dynamique structurelle. Plus est grande la part de sujet investi dans la contemplation, plus le sujet s'oubliant lui-même perçoit l'objectivité. Même dans la réception, le sujet médiatise l'objectivité. Donc à la fois, le sujet doit s'oublier de lui-même dans l'œuvre, mais en même temps ne doit pas s'abolir complètement. Il n'y a pas une abolition du pôle subjectif, puisque le sujet continue de médiatiser l'objectivité. Donc Adorno semble ici transposer sur le plan esthétique des analyses épistémologiques qui sont développées dans la dialectique négative, mais aussi dans les épilégomènes dialectiques au sujet du primat de l'objet. Il précise néanmoins que son matérialisme philosophique n'est pas un réalisme esthétique. Le réalisme esthétique soutient la thèse selon laquelle les propriétés esthétiques sont réelles et peuvent par conséquent être attribuées correctement aux objets qui les possèdent. Donc le réalisme esthétique repose sur l'idée métaphysique fondamentale selon laquelle il existe un monde en dehors de nous et il postule l'existence d'un beau objectif dont les lois sont perçues par tous et qui se réalise dans l'accord sensible des esprits dont le goût a été éduqué. Adorno s'oppose à ce type de démarche réaliste en matière d'esthétique pour au moins deux raisons. D'une part, parce que l'œuvre d'art configure son objet selon ses propres lois, et elle doit être ainsi comprise comme une mise en forme du matériau. Et d'autre part, parce que le primat des œuvres décentre sans abolir le pôle subjectif dans la réception esthétique. Autrement dit, si la critique épistémologique de l'idéalisme conférait à l'objet un primat, cette prédominance matérialiste de l'objet ne peut pas être simplement transférée à l'art, car l'objet esthétique et l'objet dans la réalité sont deux choses totalement différentes pour Adorno. Donc, il ne faudrait pas les confondre. Je le cite, « L'objet de l'art est l'œuvre, produite par lui, qui contient en soi les éléments de la réalité empirique, tout comme elle les transpose, les décompose et les reconstruit selon sa propre loi. Ce n'est que par cette transformation, et non par une photographie, de toute façon toujours déformante, que l'art confère à la réalité empirique ce qui lui revient, l'épiphanie de son essence cachée et le juste effroi devant celle-ci en tant que monstruosité. Le primat de l'objet ne s'affirme esthétique que dans le caractère de l'art comme historiographie inconsciente, anamnèse du vécu, du refoulé, de ce qui est peut-être possible. » Donc le réalisme esthétique est impossible pour Adorno, dans la mesure où l'art n'est jamais le simple reflet de la réalité empirique, mais la transformation effective de celle-ci par la synthèse non violente ou mimétique du sujet. Enfin, dernier point, l'expérience esthétique adéquate est une expérience dynamique qui nous permet d'appréhender l'œuvre comme un devenir. L'art moderne est fondamentalement dialectique aux yeux d'Adorno dans la mesure où il rend manifeste les moments de tension,
les structures sous-cutanées de l'œuvre selon la formule de Schoenberg, qui n'apparaissent pas dans l'art traditionnel. La question de l'unité de l'œuvre d'art doit être comprise de façon dynamique, c'est-à-dire comme un champ de force et non comme une relation statique. Autrement dit, l'œuvre n'est pas une unité harmonieuse de moments juxtaposés, mais une unité de moments contradictoires et divergents. C'est la raison pour laquelle Adorno s'oppose à la tentative heideggerienne de ramener l'œuvre d'art au concept d'être. Au contraire, la teneur spirituelle d'une œuvre d'art résulte des forces antagoniques du processus qui se déroule en elle. Je cite Adorno, « Éprouver une œuvre d'art ou traverser une œuvre d'art ne signifie rien d'autre que traverser en l'œuvre d'art tous ces moments du champ de force que l'œuvre expose, qu'elle est tout en les excédant. Et dans cette mesure, on peut dire que l'expérience esthétique même est une expérience spirituelle. Ce par quoi nous éprouvons les œuvres d'art comme vivantes provient, selon Adorno, du fait que dans l'état objectivé, coagulé, elles expriment le processus qu'elles recèlent en elles. Là encore, c'est l'écoute musicale qui permet de mieux saisir en quoi consiste une expérience esthétique adéquate, je n'ose pas dire authentique, selon Adorno. Prenons l'exemple du premier mouvement de l'Eroica de Beethoven. Le philosophe de Francfort montre qu'on ne peut comprendre cette œuvre musicale que lorsqu'on perçoit les relations entre les moments singuliers, atomisés et le tout. En effet, si les détails sensibles sont perçus de manière concrète et spécifique, ils doivent cependant être mis en relation avec les autres moments sensibles et avec le tout, car c'est seulement alors qu'ils deviennent porteurs d'un sens structurel et qu'ils cessent d'être des stimuli sensoriels isolés. L'expérience esthétique adéquate est ainsi profondément paradoxale et dialectique. Je cite Adorno, « L'expérience esthétique adéquate est toujours une expérience qui transcende dûment le simple donné, le momentané à partir duquel elle se compose. » Et l'expérience esthétique de la musique hautement organisée se rapproche alors d'une expérience métaphysique, dans la mesure où elle ne se réduit pas aux déterminations historico-sociales, mais constitue bien plutôt un élément singulier dans lequel se concentre une dimension substantielle, qui est plus que la culture. Alors, pour conclure, revenons à notre question initiale. Qu'est-ce qu'une expérience esthétique? Quelle est la réponse qu'Adorno apporte à cette question? Une expérience esthétique, donc, dynamite le dualisme sujet-objet, parce qu'elle rencontre de penser la rencontre hic et nunc d'un sujet sensible et d'une œuvre vivante. Tournée vers les œuvres, l'expérience esthétique, telle qu'Adorno la conçoit, est une expérience sensible et transformatrice qui engage la corporéité du sujet et l'invite à la déprise, au décentrement, via son absorption dans l'œuvre. L'expérience esthétique peut-elle dès lors constituer le modèle d'une expérience métaphysique, telle qu'Adorno s'efforce de la penser depuis la dialectique négative? Alors, ma réponse à cette question sera une réponse dialectique. Si d'un côté, l'art ne peut pas revivifier la métaphysique, devenue impossible, la crise de l'art étant solidaire de la crise de la métaphysique et de la culture, de l'autre, l'expérience esthétique véritable s'apparente bien à une expérience pleine et non réduite, puisqu'elle suppose à la fois un rapport non mutilant à l'objet, saisi comme une totalité en devenir, et une transformation du sujet qui abandonne sa compulsion identificatrice au profit d'un décentrement, d'une déprise de soi. L'expérience esthétique peut alors être caractérisée de métaphysique, dans la mesure où elle donne à voir la présence paradoxale du non-identique en elle, et porte la promesse d'une émancipation politique, tant individuelle que collective, c'est-à-dire d'une ouverture des possibles au cœur du présent le plus sombre. Je vous remercie pour votre attention. Lucie, pour cet exposé véritablement passionnant. Je souhaite tout de suite la parole à Christophe David pour lancer la discussion. Ah, donc vous m'entendez là ou pas? Parfait. Très bien. Vous m'entendez? D'accord. Alors, bon, je ne sais pas trop comment faire. En fait, je vais plus ou moins poser des questions dont je n'ai pas moi-même les réponses. Et on essaiera d'y répondre ensemble. Donc, oui, je ne sais pas si tout à l'heure, Alexis disait que on était, donc toi, Lucie et moi, on était plutôt des lecteurs d'Adorno perdus dans un univers husserlien, si j'ai bien compris. Et donc, ce qu'il faut savoir par rapport à cette question de l'expérience, c'est que c'est quand même, Adorno, c'est d'abord un philosophe de la médiation,
Et parler de l'expérience chez Adorno, c'est pas n'importe quoi, c'est un truc important. C'est-à-dire que c'est un sujet énorme, quoi. C'est d'abord un penseur de la médiation, et la question de l'expérience, ça implique l'immédiat, et c'est toujours quelque chose d'important de parler de l'expérience chez Adorno. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette expérience, tu l'as situé par rapport à Dewey. Mais je me demande si on ne peut pas aussi faire entrer justement Husserl dans cette aventure. Parce qu'en fait, Adorno, je ne sais pas si tout le monde sait bien ça, mais Adorno, c'est quelqu'un qui a fait une première thèse sur Husserl, une première thèse qui s'appelait la transcendance du causal et du noématique dans la philosophie de Husserl. Et en fait, il s'est intéressé à Husserl de façon continue. Il a écrit aux États-Unis un article sur Husserl, et en 1956, il a tenu à faire paraître un texte que Horkheimer ne voulait pas forcément voir paraître auparavant, et qui s'appelle Métacritique de la théorie de la connaissance. Donc il y a eu un intérêt comme ça réel d'Adorno pour la phénoménologie, et donc il a une lecture particulière de Husserl, c'est-à-dire qu'il lui reproche de s'être installé dans une contradiction. Mais alors, toi, tu disais que Adorno, lui, s'était installé dans un paradoxe. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez, à mon avis, qu'il faudrait repérer par rapport à ça. Et oui, et Horkheimer, c'est encore pire. Je crois qu'il a carrément écrit quelque chose sur l'intuition catégoriale. Enfin, c'est des gens qui ont croisé Husserl à un moment de leur vie. Et donc, justement, est-ce qu'on pourrait… Tu disais dans ton intervention que c'était au tournant des années 50-60 que le concept d'expérience devenait central chez Adorno. Donc, 56, c'est la métacritique. On a l'impression que là, Adorno a réglé un compte avec Husserl. Et est-ce que d'une certaine façon, on ne pourrait pas s'aventurer à dire des choses du genre… Eh bien, d'une certaine façon, Adorno construit un concept d'expérience, finalement, après avoir réglé un certain compte avec Husserl. Et donc, on pourrait se demander quel est le rapport de ce concept d'expérience avec celui de Husserl. Et donc là, justement, il y a la question de la médiation et de l'immédiateté. Mais du coup, tu disais que c'était une expérience qui était au service de la connaissance de la société. Tu parlais au début de l'expérience sociologique. Donc, on a l'expérience sociologique, on a l'expérience esthétique. Donc, alors, il faudrait essayer de réfléchir le lien entre l'expérience sociologique et l'esthétique. Puis, comme c'est ton sujet de thèse, tu parles aussi de l'expérience métaphysique. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même toute une théorie de l'expérience assez élaborée, assez sophistiquée. Et donc, la question que je pose, mais donc à laquelle je n'ai pas moi-même la réponse, c'est quel est le rapport de cette réflexion sur l'expérience à ce passé de husserlien honteux d'Adorno? Bah, c'est une très bonne question, mais à laquelle je n'ai pas de réponse parce que Bon, ben, au revoir. Non, mais c'est intéressant que tu me pointes ça parce que ça va m'inviter à aller ouvrir ma métacritique de la théorie de la connaissance que voilà, ça fait des années que je ne l'ai pas ouverte. Et c'est vrai que Dewey m'a interpellée et ça m'a donné envie d'aller lire des choses, mais j'ai complètement oublié Husserl dans cette histoire. Et c'est vrai qu'en plus, on est en terre husserlienne ici, donc c'est une très bonne suggestion, mais que je garde comme voilà, une invitation à retravailler. Parce que là, j'ai pas à l'esprit voilà, la critique précise qu'Adorno fait du concept d'expérience chez Husserl. Je pourrais pas te répondre là tout de suite aujourd'hui sur cette question, mais je garde ça à l'esprit pour approfondir voilà, ce point dans ma tête. Et justement, par rapport à Dewey et par rapport à l'intérêt d'Adorno relativement au pragmatisme, là, je m'intéresse un peu moins à Adorno ces derniers temps et un peu plus à Anders. Et en fait, Anders, comment on peut dire, de son exil aux États-Unis, a retiré aussi un certain intérêt pour le pragmatisme. Mais lui, c'est plutôt dans ses analyses relatives au langage et à la façon dont
oui, au fonctionnement du langage, des médias et des choses comme ça. Il a utilisé des éléments de pragmatisme. Et du coup, il y a quelque chose là dans cette… parce que, bon, Anders, son engagement relativement à la phénoménologie, c'est encore une autre affaire que le passé de Adorno et Horkheimer. Mais disons que, voilà, on a deux personnes qui connaissent la phénoménologie, deux personnes qui se retrouvent en exil aux États-Unis et qui captent quelque chose du pragmatisme. Et donc voilà, moi, ça me paraît être peut-être quelque chose qu'ils ont ramené dans leur bagage comme ça et qui leur a permis d'enrichir d'une certaine façon leur conception de l'expérience aussi. Mais le vague souvenir que j'ai voilà, de la métacritique de la théorie de la connaissance, en gros, ce que Adorno reproche à Husserl, ça serait une forme de phénoménologie aveugle, c'est ça, d'être trop au contact de des choses, mais je me souviens plus exactement. C'est ce manque de médiation, justement, ou une médiation ratée chez Husserl. Disons que l'idée, c'est d'une certaine façon de pointer une contradiction entre, d'un côté, justement, le fait de dire que tout se passe là dans l'immédiat, quoi, et dans ce que éventuellement les sens peuvent capter, mais de dire que quand on pense à l'aide de concepts de choses, et des concepts comme le concept de choses, et donc le problème, c'est comment on fait le lien entre les deux. Et ce que dit Adorno, c'est qu'il pointe ça comme étant une contradiction, et une contradiction non résolue. Et du coup, il pointe ça dans les idées 1, et après, il relie Husserl, l'ensemble de Husserl, ce qui succède aux idées 1, et il le relie à la lumière de ça, quoi. Et donc, alors du coup, voilà, philosophe de la médiation, il se met à analyser un philosophe de l'immédiateté, un phénoménologue, et en fait, il pointe une contradiction, et du coup, il arrive à dialectiser cette affaire. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça, quoi. Mais voilà, moi je pense que ce que je disais tout à l'heure, cet enrichissement, cet enrichissement, ouais, de ces théoriciens critiques qui sont allés aux États-Unis par le pragmatisme, c'est peut-être aussi quelque chose qui est intéressant. Moi, c'est pareil, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse non plus, mais je le vois, ce truc, je le sens, et je pense qu'il y aurait quelque chose à raconter autour de ça aussi. Enfin, je crois. Oui, non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu suggères. Moi, c'est pour ça que j'avais sauté sur Dewey, que j'avais essayé d'en faire quelque chose. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette mention du pragmatisme dans la théorie esthétique? C'est suffisamment singulier, ça échappe justement à la critique qu'Adorno formule de manière quand même très rapide et générale. Tout le monde tombe un peu sous la critique du positivisme. Et donc, comment se fait-il que Dewey puisse se trouver grâce aux yeux d'Adorno? Qu'est-ce qu'il en retire? Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui peut, outre la critique de l'industrie culturelle, avoir été ramené dans les bagages justement de cet exil aux États-Unis en rentrant à Francfort. Ouais. Et que, disons que quand il ne dit pas du mal de quelqu'un, ça mérite d'être un peu creusé, oui. Voilà, il faut se demander pourquoi, quoi, à mon avis. Et sinon, toujours par rapport à cette question de l'expérience esthétique, à un moment, tu disais, tu l'as dit à propos de Dewey et à propos d'Adorno, mais moi, c'est surtout à propos d'Adorno que ça m'intéresse. Tu disais qu'elle engageait la corporéité. Et donc, l'idée que alors moi, ça me fait penser justement à des éléments de phénoménologie. Moi, je pense tout de suite à la première ligne de L'œil d'esprit de Merleau-Ponty, l'artiste amène son corps. Et donc, il y a cette histoire de l'expérience esthétique et de la corporéité. Bon, on pourrait situer Adorno entre Nietzsche et Merleau-Ponty, enfin voilà, se demander comment on parle de cette histoire de la corporéité. Alors, donc, ton expression, c'est donc que cette expérience esthétique, elle engage la corporéité. Et donc, tu parles aussi à un moment disons, d'une expérience pleine et non réduite. Et donc, voilà, la question, ce serait, mes questions, comme les précédentes auxquelles je n'ai pas la réponse, ce serait la place du corps dans cette expérience. Justement, par exemple, la place du corps dans l'écoute structurelle dont tu parlais, dans l'écoute de l'œuvre d'art comme une
totalité en devenir, la place du corps dans ce décentrement du sujet vers l'objet, la place du corps dans l'absorption, dans la singularité de l'œuvre. Mhm. Et donc voilà, je ne sais plus, j'avais noté une phrase, mais je n'arrive plus à me relire. Bon, ben, donc, comme je n'arrive pas à me relire, je ne me relis pas. Mais tu parles aussi à un moment de traverser les moments du… Enfin, c'est Adorno, je crois, que tu cites, il parle de traverser les moments du champ de force. Et donc, voilà, quelle est la part du corps dans cette aventure aussi, quoi. Mhm. Hein, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à Oui. dans cette expérience esthétique. Oui, tu as parfaitement raison. C'est quelque chose que je développe un peu ailleurs, mais plus sur la question de la remémoration de la nature, en fait. Adorno parle à la fois de cet engagement de la corporalité, de cette dimension sensible et concrète, mais en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup moins explicite que Merleau-Ponty ou Nietzsche avec la grande raison du corps, quoi. Donc, à la fois qu'il hérite de ça, et en même temps, dès lors qu'on essaie de comprendre cette corporéité en question, enfin, moi, j'ai l'impression que chez Adorno, c'est toujours en lien avec les analyses de la dialectique de la raison, la question de la nature refoulée, de ce qui a été, voilà, de ce qui est mutilé dans l'expérience contemporaine, c'est la nature sensible refoulée en nous. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nature refoulée? C'est à la fois le corps et peut-être aussi l'ensemble de nos pulsions hein, qui doivent être muselées par la raison. Et pour Adorno, l'art, c'est l'occasion, enfin les œuvres d'art sont utopiques dans la mesure où elles sont l'occasion d'une remémoration de ce qui a été refoulé, vaincu, terrassé par le développement d'une rationalité, euh, on va dire, impérialiste, ou enfin en tout cas d'une rationalité qui mutile à tout va toute cette dimension sensible et vulnérable de l'expérience. Après, dans moi, de ce que j'ai lu d'Adorno, c'est vrai que je n'arrive pas trop à trouver son corps. Enfin, Voilà, c'est je sais ça. qu'il y a des analyses, par exemple, d'Anne Boissière sur, la détente, précisément, que provoque l'écoute de la musique hautement organisée. Enfin, je crois que c'est dans le texte, justement, qui est dans comment dire, le collectif, là, où en sommes-nous avec les théories esthétiques d'Adorno, mais c'est vrai que pour moi, le corps adornien, peut-être que je ne lis pas les bons textes, hein, mais il est assez introuvable. La corporéité, c'est la nature refoulée, qui est amenée à être remémorée dans l'expérience esthétique. Donc, il y a une expression de la souffrance, les œuvres d'art doivent exprimer la souffrance, donc il y a quelque chose qui ordinairement est muselé, mutilé, étouffé, donc, toute cette part sensible, hein, qui est le support de la raison, qui trouve une forme voilà, de souffle dans l'expérience esthétique. Mais le corps, à proprement parler, moi j'ai l'impression qu'Adorno le thématise assez peu. Enfin, donc c'est vrai que c'est… À la fois, il insiste dessus, mais je trouve que ça reste un point aveugle de son esthétique. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Il en parle et donc il indique ça comme un objectif. Mais en fait, par exemple, pour ce qui est de la musique, l'idée, c'est juste l'écoute. Donc, avec la détente dont tu parles ou la régression ou des choses comme ça. Mais voilà, finalement, le corps, il est très discret dans tout ça, quoi. Alors qu'il est désigné comme étant central hein, dans cette affaire. C'est ce que tu disais bien quand tu parlais d'engagement de la corporéité. Il est désigné comme étant central, mais dans les analyses, dans la réalité, tout ça, on n'a pas beaucoup de choses sur le corps, quoi, je trouve. Ça reste quand même une affaire très intellectuelle, cette histoire. Oui. Il y a un échec à amener véritablement le corps dans l'esthétique, je pense. Ouais. Et sinon, par rapport à cette histoire justement comme tu disais, d'affinité, de divergence par rapport à Dewey, ou éventuellement, pourquoi pas, d'influence, je ne sais pas, il faudrait creuser ça. Mais donc, oui, tu parles justement à propos donc à propos de Dewey, tu parles justement, tu dis qu'il n'y a pas d'autonomie des œuvres d'art chez Dewey, et qu'il y a cette expression qui est assez jolie là, de dire qu'il tisse l'expression artistique dans la vie quotidienne. Et chez Adorno, on a au contraire l'idée que les œuvres sont asociales, qu'elles opposent une certaine résistance comme ça au monde. Et c'est vrai que c'est très étonnant cette façon qu'a Adorno de présenter les œuvres comme étant des choses qui sont
relativement, comment dire, qui ne se donnent pas comme ça, quoi, qui se présentent comme des énigmes et qui d'une certaine façon sont des énigmes qui, une fois qu'on va les déchiffrer, on aura accès à d'autres logiques que les logiques de la société, quoi. Hein, on suppose que la logique qui domine dans la société, c'est la rationalité instrumentale. Et en fait, l'idée d'Adorno, ce qui fait qu'il considère les œuvres d'art comme étant utopiques, c'est que dans ces œuvres d'art, on a effectivement une autre logique qui est proposée. Et donc, ça fait la démonstration qu'un autre monde est possible. Et c'est en ça qu'elles sont utopiques, d'une certaine façon. Et effectivement, il y a passage chez Dewey. Mais alors après, du coup, on peut se demander si d'une certaine façon, le fait que Dewey présente d'une certaine, comme tu dis aussi, les œuvres d'une certaine façon comme un sanctuaire, mais un sanctuaire accessible, un sanctuaire qui est tissé dans la vie quotidienne, ça donne pas d'une certaine façon une force politique plus forte à la proposition de Dewey qu'à celle d'Adorno, quoi. Moi, ça me laisse souvent sceptique, cette façon qu'a Adorno de présenter les œuvres de présenter l'art autonome, parce que c'est censé être quand même une réserve justement d'utopie, une réserve d'autres politiques possibles, mais en même temps, elles sont pas données partage comme ça. Ça. Alors, je comprends bien la logique d'Adorno, mais du coup, je me demande si ça ne fait pas de son œuvre, quelque part, enfin, de sa conception de l'art, quelque chose finalement de moins révolutionnaire, d'une certaine façon, que ce que propose Dewey. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, parce qu'enfin, bon, il y a cette... ouais. Oui, finalement, le fait que il y ait cette possibilité de transformation de l'expérience moderne déformée par l'art, que l'art ait une forme d'accessibilité. Bien sûr, il y a quelque chose de plus optimiste, en tout cas dans la philosophie de Dewey. C'était aussi le cas, on peut aussi rappeler ça par rapport à Benjamin, hein, sur le rapport entre Adorno et Benjamin, la question de l'industrie et de la culture. Il y a quelque chose de fondamentalement pessimiste, une pensée fondamentalement pessimiste d'Adorno par rapport à ça, où il n'y a pas d'émancipation immédiate, simple et facile par l'art. Et on a l'impression que plus l'art nous résiste, plus il est incompréhensible, plus il est obscur, plus il est énigmatique, plus effectivement il trouve grâce aux yeux d'Adorno, mais en même temps, du coup, qui peut-il émanciper? À quel public est promis cette émancipation? C'est vrai que à la fois, il y a une pensée, il y a une pensée de l'émancipation politique, individuelle et collective qui est offerte par les œuvres d'art asociales qui entrent en résistance avec la logique marchande, qui sont des utopies négatives, donc qui ne doivent pas représenter positivement le monde tel qu'il devrait être, mais simplement crier en silence que le monde doit être autrement. Donc il y a cette exigence très noire d'Adorno, mais c'est vrai que ça la rend... Je suis d'accord avec toi, hein, ça la rend difficile d'accès et on voit mal Et en même temps, c'est un projet qu'Adorno assigne à l'art, hein, c'est un projet d'émancipation politique. Elle semble, c'est vrai, offrir moins de possibilités de résistance que finalement Dewey qui place l'art dans une plus grande accessibilité. Donc, comment l'art peut permettre l'émancipation démocratique tout en étant aussi asocial, c'est une vraie question. Pour moi, c'est une question, parce que j'ai quand même une certaine, comment dire, une certaine admiration pour Adorno et que, je sais pas, mon cœur me dicte d'avoir plutôt tort avec Adorno que raison avec Dewey, mais voilà, donc je suis dans cette situation un peu inconfortable, mais voilà, je reconnais qu'il y a un problème, mais après, si on commence à aller dans ce sens-là, le problème, il s'appelle Adorno et la politique, et si on ouvre ça, c'est encore une autre aventure hein, qui nous mènerait loin, quoi, je pense. Oui, bien sûr. Pour ce qui est de cette question, il me semble important de ne pas oublier que Adorno était lui-même un artiste, compositeur,
Et il était dans un mouvement aussi artistique, artistico-culturel de rupture des formes. Donc, peut-être que c'est l'époque dans laquelle il a vécu, il a écrit, aussi a fait de cette rupture de formes conventionnelles une thèse même de cette philosophie. Donc, il me semble intéressant de voir ces rapports entre la forme, la tradition et la modernité artistique, artistico-philosophique aussi. On voit aussi une nouvelle façon de penser les choses. Donc, peut-être que finalement, la pensée d'Adorno est inscrire bien dans ce mouvement et en laissant ouvertes des portes aussi pour la tradition qui finalement n'est pas non plus. Non, je suis d'accord avec vous. Finalement, en restant fidèle à sa pratique artistique, musicale, il se confronte à des difficultés philosophiques. En tout cas, il formule des thèses philosophiques qui, du coup, vont loin dans la radicalité, dans la négation de l'état de choses existant, de la société telle qu'elle est, ou des formes conventionnelles, comme vous dites, musicales, dans la déconstruction de cela. Mais du coup, qu'est-ce qui fait suite à ça? Quelle est l'émancipation promise? Qu'est-ce qui prend forme au terme de cette déconstruction? C'est vrai que dès lors qu'on essaie d'en tirer les conséquences politiques, en tout cas, si on essaie de lire, puisqu'il n'y a pas de philosophie politique d'Adorno écrite en tant que telle, si on essaie de lire, en tout cas, entre les lignes de la théorie esthétique, les enjeux politiques de cette théorie esthétique, parce qu'il y en a, on est amené effectivement à formuler ces difficultés, mais vous avez raison de rappeler que le rapport à la musique est absolument central pour comprendre les textes adorniens et l'inscription d'Adorno dans son passé de compositeur, d'étudiant de la composition à Vienne dans les années 20 est fondamentale pour comprendre la théorie esthétique et les thèses les plus tardives d'Adorno dans la théorie esthétique, c'est vrai. D'ailleurs, il me semble que dans sa période américaine, il a un peu changé d'avis et il s'est ouvert plus aux esthétiques populaires, la musique jazz nord-américaine, et donc plus légère et moins disruptrice, je ne sais pas si on peut dire comme ça en français, ou disons, savante. Il me semble, monsieur. Moi, j'entends des choses très hachées, j'entends pas très bien ce qui se dit, mais je sais pas, d'après ce que répond Lucie, j'ai l'impression que ça tourne autour du rapport d'Adorno à la musique. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'Adorno, finalement, ne s'est pas adouci suite à son séjour aux États-Unis quand tu as sa montée de rupture vis-à-vis des formes conventionnelles de la musique? Est-ce qu'Adorno s'est ouvert davantage au jazz, à la musique légère? Moi, je ne sais pas. Est-ce que, enfin, je connais, mais j'ai pas une chronologie exacte en tête des textes d'Adorno sur le jazz. Peut-être que tu connais mieux ça. Parce que la critique est féroce dans les modèles critiques. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que Adorno, une particularité d'Adorno, c'est qu'il fait des choix dans les années 30 et il y reste fidèle. Le temps passe, mais il y reste fidèle. Et en fait, je n'ai pas l'impression qu'il se soit beaucoup adouci par rapport au jazz. Et là, par exemple, il y a quelques temps, là, je suis à Vienne là, pour travailler sur les archives Anders et je lisais justement toute une boîte de textes de notes d'Anders qui est une prise sur le jazz, qui lui ont servi à rédiger le chapitre qu'il y a dans l'obsolescence de l'homme sur le jazz comme culte industriel de Dionysos. Et en fait, à l'intérieur de cette boîte, il y a un des textes d'Adorno
hein, le texte qui s'appelle Mode intemporel, qui est un texte sur le jazz. Et en fait, Anders se règle là-dessus et a des positions… alors, lui, il écrit un peu plus… Enfin, Adorno, il a déjà condamné le jazz dans les années 30. Quand les nazis interdisent le jazz, Adorno, il dit c'est toujours dommage qu'on interdise quelque chose, mais bon, là, c'est le jazz, finalement, est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Et en fait, il reste fidèle à ce genre de bêtises, quoi. Donc, quand Anders lit Mode intemporel et des positions assez radicales aussi sur le jazz et assez peu, enfin, pas très compréhensif, pas très tendre. Il utilise disons le jazz, le swing des années 30 et le bebop des années 40. Il arrive à prendre des éléments dans le bebop pour condamner le swing, des éléments dans le swing pour condamner le bebop. C'est très bizarre. Il y a un peu le même problème chez les deux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont condamné d'avance le jazz et qu'ils cherchent comment rédiger leur travail de procureur, quoi. C'est un peu charge, oui. Ouais, ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait remis des choses en cause. Il y a dans la biographie qu'il y a chez Gallimard, là, le biographe a une ligne comme ça où il dit qu'Adorno aimait bien jouer des morceaux de jazz au piano. Je veux bien le croire, hein, mais bon, après, c'est pas pour ça que théoriquement, voilà, ça c'est intéressant parce qu'on voit une séparation entre le corps et l'intellect, là, parce que apparemment, s'il prenait plaisir à jouer du jazz sur un piano, c'est que son corps devait prendre plaisir à jouer ce jazz et à l'entendre, mais les propos restent toujours aussi durs, quoi, hein. Mais d'ailleurs, dans les textes sur le jazz, il y a une critique de tous ceux qui dansent le jazz, sautent comme des insectes. Donc, quand le corps apparaît dans la musique, c'est de manière extrêmement péjorative pour décrire oui, quelque chose de presque… Enfin, une forme de quelque chose de pathologique, quoi. Une sorte Et il y a la même chose chez Anders. Ces personnages, là, c'est ce qu'ils appellent les jitterbugs. Voilà. Oui. Et donc là, c'est la preuve pour eux que, voilà, que le jazz, ça parle. Parce qu'en fait, dans les analyses que Anders fait de la musique, il explique comment la musique fait naître des mouvements dans l'âme. Donc voilà, c'est très hegelien, hein, il fonctionne comme ça. Mais par contre, le jazz, effectivement, il l'articule tout de suite à la question de la danse. Donc c'est pour ça que je disais quand ça l'intéresse, il parle du swing à cause de la danse, et quand il veut reprocher d'autres choses, il parle du bebop, mais par rapport à la danse, le swing parle au corps et pas à l'âme, justement. Et c'est pour ça que le jazz, c'est finalement une musique qui n'est pas du même registre que alors, Anders, ce n'est pas la musique viennoise des années 20, 30 et tout ça. Ce n'est pas l'école de Vienne qui l'intéresse, lui, c'est carrément la grande tradition musicale, le 19e siècle allemand, tout ça. Hein, mais donc, dès qu'on sort de là et que ça cesse de parler à l'âme et que ça parle au corps, comme le jitterbug, le swing et tout ça, et c'est un problème, quoi, le fait que ça parle au corps, quoi. Oui, c'est adouci sur le cinéma, ceci dit, Adorno. Je repensais à cette révision de position. Il ne s'est peut-être pas ravisé sur le jazz, mais sur le cinéma, vrai. On en avait parlé déjà, oui. Il avait fini par… Mais ça, c'est parce qu'il y a cette affinité avec Alexander Klug, et justement, qui est considéré un peu comme un fils, et Klug le considérait un peu comme un père. Donc, il y a cette espèce de relation privilégiée qui fait qu'il y a effectivement un regard plus compréhensif d'Adorno sur la nouvelle vague allemande. Je peux me permettre une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez en ligne. Oui. Ça va recouper des choses dont on a déjà parlé, mais c'était essentiellement sur la question de l'émancipation du sujet dans l'expérience esthétique. Quelle est vraiment la nature quelle émancipation on peut espérer avoir à partir d'une expérience esthétique, d'une expérience de rencontre avec une œuvre d'art?
sans transformation, je dirais, matérielle finalement du capitalisme, qui est la condition de l'aliénation, condition générale de l'aliénation. Est-ce qu'au fond, alors, bon, c'était ma question, c'est est-ce que l'art doit décrire des utopies? Donc j'ai compris, non. Il doit plutôt décrire le fait que les nécessités d'une transformation sans forcément indiquer quelle transformation concrète il serait nécessaire de mettre en place, mais est-ce que c'est pas un peu pauvre finalement cette image de l'émancipation artistique? Est-ce que finalement, au contraire, on n'aurait pas une image de l'art à l'opposé, c'est-à-dire finalement le maintien par l'illusion de l'œuvre d'art dans des réalités imaginaires qui maintiendraient du coup l'existant en place. Enfin, j'imagine que c'est pas du tout comme ça que Adorno envisage l'art transformateur, mais est-ce que c'est pas une critique générale qu'on peut adresser à l'art précisément de ne pas toucher au réel? Et deuxième peut-être question, en même temps, justement c'est sur la distinction entre art transformateur et art administré, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une dichotomie extrêmement franche. Mais déjà, alors un peu, qui décide des catégories? Est-ce que c'est une distinction par degré? Alors on a envie de dire non, puisque vu leur différentes appréciations et d'axiologie du fond de valeur dessus, on aurait l'impression que c'est une distinction pas de degré, de qualité. Et en même temps, est-ce qu'on peut pas passer par degré d'une pièce de jazz à une pièce de musique classique, par exemple? Est-ce qu'on n'a pas des genres intermédiaires? Alors, c'est là on se posait la question où est classé. Et deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que le fait qu'une pièce, une œuvre d'art relève de l'art transformateur, est-ce que ça dépend du spectateur ou est-ce que c'est vraiment une qualité qui lui est inhérente en tant qu'œuvre objective? Est-ce qu'on ne peut pas transformer justement une œuvre d'art administré, une œuvre d'industrie culturelle en œuvre transformatrice en fonction de ce qu'on en fait, des contextes dans lesquels elle apparaît, de la manière dont on la présente, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une forme d'activité du sujet esthétique dans une réappropriation de l'œuvre d'art pour en faire une œuvre émancipatrice? Merci. Merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment très stimulant et qui suscite alors, pour la première question, l'émancipation du sujet dans l'expérience esthétique, elle est double. À la fois, l'expérience esthétique doit permettre, ce que je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, l'expression pour Adorno de la souffrance. Donc, à la fois, l'œuvre d'art ne doit pas être une œuvre engagée à la Sartre, elle ne doit pas mener une critique directe et concrète de la société dans laquelle de laquelle elle est issue, mais pour autant, l'œuvre d'art doit permettre l'expression de ce qui ne se donne jamais à entendre. Donc ça, c'est très benjamien en un sens, hein, l'expression, au fond, de ceux qui ont été vaincus dans l'histoire. Elle doit donner lieu à l'expression de la souffrance. Et le référentiel d'Adorno pour la théorie esthétique, hein, c'est l'œuvre de Beckett. La théorie esthétique est dédiée à Beckett, et finalement, c'est un peu le modèle esthétique pour Adorno, pour penser ce qu'est une œuvre émancipatrice. Donc, c'est pas en proposant un futur radieux, effectivement, en montrant concrètement comment une autre société serait possible, que l'œuvre d'art va pouvoir infléchir l'état de choses existantes. C'est en étant justement en rébellion ouverte, en affrontant la noirceur de notre temps, que l'œuvre d'art va pouvoir indiquer au sujet ou montrer la nécessité qu'il en soit autrement. Donc c'est vraiment aller émancipatrice dans cette remémoration d'autres alternatives qui ont été écrasées au cours de l'histoire, dans l'expression d'une souffrance qui ne se donne jamais à entendre par ailleurs, et dans le fait que, ce faisant, elle convoque la remémoration des possibles, mais de manière négative. Donc oui, les œuvres d'art sont utopiques, mais des utopies négatives. Il y a une interdiction, il y a une impossibilité,
il y a une mise en garde d'Adorno sur le fait de se représenter positivement ce que serait une société sans classe ou une société libérée, libérée de la réification, parce que précisément, il y a toujours le risque qu'en fait, cette utopie positive dégénère en dystopie et soit le lieu d'une plus grande aliénation encore. Et il y a une émancipation du sujet aussi dans l'expérience esthétique, à partir du moment où le sujet en fait fait l'expérience d'une déprise, d'un décentrement vis-à-vis de lui-même en fait. Ce qui surgit, c'est la possibilité d'une autre logique. En fait, la racine du mal, en quelque sorte, pour Adorno, c'est la logique identifiante, le fait que le concept écrase, mutile le singulier, qui lui est pourtant irréductible. Et donc, l'expérience esthétique, parce qu'elle provoque ce décentrement du sujet, c'est ce que Christophe David indiquait déjà tout à l'heure, hein, elle propose une forme d'alternative à la logique identifiante, une autre logique, mais qui n'est pas à proprement parler conceptuelle, qui peut s'expérimenter, mais c'est une autre logique qui est proposée, qui est cherchée déjà dans la dialectique négative, par le biais du concept, hein, puisque la dialectique négative veut approcher le non conceptuel par le concept. Donc il n'y a pas un abandon du concept, mais il y a une tentative pour approcher au plus près de ce qui ne se laisse pas conceptualiser par le concept. Il y a une volonté d'inventer une autre logique, de déjouer l'identification qui est au cœur de notre pensée, de la philosophie, de la métaphysique, et de la société capitaliste moderne. Donc c'est en ce sens que l'expérience esthétique donne en quelque sorte à sentir ou à voir, par la déprise qu'elle provoque chez le sujet, son décentrement, qu'elle donne à voir en fait ce qui pourrait être autre. Voilà. Après, c'est vrai que la dichotomie, par rapport à votre deuxième question, entre l'art autonome, transformateur et l'art administré, elle est très fermement établie chez Adorno, elle est très discutable et discutée. Par exemple, Agnès Guéraud a proposé, avec sa dialectique de la pop, propose justement de penser contre Adorno, que la musique populaire puisse être émancipatrice, réconciliatrice, apporter justement par ces airs faciles que l'on retient tout de suite, puisse apporter quelque chose, une promesse en tout cas d'émancipation, de réconciliation. Donc ça, c'est proprement son travail, mais à ma connaissance, dans les textes d'Adorno, je ne vois pas comment une œuvre d'art, un produit de l'industrie culturelle pourrait être réapproprié, transformé, sublimé par un spectateur actif, critique. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, là, il y a une importance vraiment aussi, c'est le marxisme d'Adorno, hein, des modes de production des objets artistiques, et ce qui est produit par l'industrie culturelle dans une logique marchande, en fait, ne peut pas trouver grâce à ses yeux. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se réapproprier une œuvre d'art administrée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais... C'est-à-dire qu'il y a, dans la dialectique de la raison, il y a un artiste qui est présenté comme étant un rebelle dans le système, c'est Orson Welles. Et en fait, Adorno règle la question en une phrase en disant « Mais oui, mais ce rebelle dans l'industrie culturelle, finalement, il ne fait que renforcer l'industrie culturelle. Il est là comme un alibi du genre, vous voyez, on tolère un rebelle chez nous, on n'est pas si méchant que ça. » Voilà. Donc, il y a ce côté un peu… une ligne hein, dans la dialectique de la raison où on dit que finalement, le rebelle d'Hollywood, il ne fait que renforcer Hollywood. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire de la théorie critique, si on passe une génération, puis deux générations, il y a un certain monsieur Axel Honneth qui apparaît. Et ce Axel Honneth, ce qui est très étonnant, c'est qu'il a tenu à organiser dans les locaux de l'Institut de recherche sociale de Francfort un colloque sur Bob Dylan, en soutenant, lui, que voilà quelqu'un qui est dans l'industrie du disque et tout, mais qui est un rebelle. Et donc, voilà. Et donc, lui, colloque qu'il a organisé, donc avec des musicologues et toutes sortes de personnes. Et donc, lui, il fait une communication où il explique le contraire d'Adorno. C'est-à-dire qu'Adorno, il dit Orson Welles, le rebelle dans Hollywood, il ne fait que renforcer Hollywood. Et ce que dit Axel Honneth, c'est il dit, mais non, regardez, il y a des gens comme Bob Dylan, et ce
ce qu'il propose, c'est des choses qui ont le statut d'œuvre d'art autonome, quoi, même si ça vient de l'industrie du disque et autres. Et donc voilà, il y a ce débat à l'intérieur, on va dire, de ce qu'on appelle l'école de Francfort, comme ça. Et donc ça, c'est un peu une question interne comme ça. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux utopies, effectivement, c'est propre à Adorno, cette idée que les utopies ne doivent pas être représentées. Il y a dans la tradition de l'utopie, des utopistes, il y a beaucoup de gens qui disent justement effectivement que ça ne doit pas être représenté, que ça doit rester, la véritable utopie, elle doit rester justement d'une certaine façon non formulée, non prévue dans ses détails. C'est la façon dont l'utopie a été d'une certaine façon réappropriée par des gens comme Bloch, comme Adorno. Voilà, c'est de prendre position par rapport à la tradition, par rapport aux utopies du XVIe siècle, par rapport aux utopies du XIXe. Voilà, c'est de dire que ça doit rester dans le flou. Au pire, on lâche quelque part dans quelques entretiens, ça doit ressembler à une société sans classe, mais et encore, on en dit trop, quoi. Donc l'idée, c'est de ne pas le dire. Mais en même temps, tout ça, dans la question tout à l'heure, il était question il était dit que c'était peut-être une proposition pauvre, mais c'est une proposition qui a l'air pauvre, mais parce qu'elle se veut pure. Et du coup, elle a la pauvreté de ce qui est épuré, quoi, et de ce qui veut rester pur. Mais c'est pas pauvre, c'est riche de plein de possibles, mais c'est pas pauvre. C'est parce que ça veut rester pur, et ça a la pauvreté du théâtre de Schoenberg, mais c'est pas pauvre. Je pense que ça a l'apparence de la pauvreté de ce qui veut se présenter comme étant pur, quoi, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment pas une singularité d'Adorno, c'est la façon dont Adorno, Bloch et toute une génération comme ça s'est réapproprié la question de l'utopie. Sur ces questions-là, je pense que la personne à lire, c'est Miguel Abensour et tout ce qu'il a raconté sur la façon dont cette génération s'est réappropriée l'utopie. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Aurélien, tu as des questions éventuellement? Non, en fait, c'est très passionnant. Ça me fait penser à plein de choses, plein de pistes. Donc, je te remercie beaucoup, Lucie, pour ton exposé. Non, peut-être juste pour rebondir rapidement, mais je ne sais pas, c'est une remarque par rapport à cette dimension du corps que vous interrogiez là tout à l'heure. En fait, je me disais peut-être aussi la portée peut-être critique finalement de l'œuvre, elle peut passer par là, c'est-à-dire en tant que devenir, en tant que, voilà, avec ses forts antagonistes. Parce que c'est peut-être là que va peut-être se placer le corps et que ça va l'ouvrir justement à un autre devenir que celui qu'il a dans la société du capitalisme et de l'industrie. Et donc, entre guillemets, voilà, là, c'est vraiment pas du tout de l'ordre de l'imaginaire. Il y a quelque chose peut-être du réel, vraiment, dans la rencontre de l'œuvre d'art, quelque chose qui s'acte par un nouveau dynamisme qui est permis quoi, par l'œuvre. Peut-être que c'est un biais plus réel, quoi. Moi, je pensais juste à ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Et voilà, et bon, ça ouvre à... J'aurais plein de choses, donc voilà. Mais je te remercie, je m'en tiens là. Merci. Oui, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ce corps introuvable chez Adorno, et en même temps, c'est vrai qu'on sent que la question de l'utopie, de la résistance, elle s'ancre précisément dans ce corps qu'on n'arrive pas à situer, qu'on n'arrive pas à trouver dans la théorie esthétique d'Adorno, avec la question de l'expression de la souffrance, de la remémoration de la souffrance, de cette nature qui est refoulée. Et c'est là, en fait, le lieu de résistance. C'est là où l'individu, effectivement, peut entrer en résistance et peut se remémorer d'autres possibles. Donc, tu as raison, il occupe une place charnière, ce corps. C'est que je reprends ton expression, il y a quelque chose qui peut s'acter par là, et en même temps, il y a cette difficulté d'assigner le corps dans l'esthétique adornienne, dans l'expérience esthétique adornienne. Donc, c'est une expérience esthétique qui veut rejoindre le corps, qui peut sembler désincarnée, très intellectuelle en même temps, mais c'est dans la remémoration, dans l'expression de ce qui ne peut jamais être exprimé par ailleurs que quelque chose peut basculer, que quelque chose peut se produire, c'est vrai.
Et tu veux pas lui ajouter un corps, toi, Lucie? Bah, je vois bien, il y a une photo très célèbre d'Adorno en maillot de bain, hein, Ah oui, c'est vrai, sur la plage. sur la plage. Moi, j'aime beaucoup cette photo parce que justement, elle tranche avec le personnage habituel en costume. Il y a une forme de dévoilement de soi et du corps qui, bon, qui m'interpelle à chaque fois que je vois cette photo. Mais il y Mais avait en même temps, ce philosophe en maillot de bain, il est quand même très intellectualiste, je pense. C'est un philosophe très intellectualiste qui parle du corps, mais voilà, c'est un intellectualiste, oui. un intellectualiste en maillot de bain, quoi. C'est une grande oreille, oui. Excellent. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain refus du réel chez Adorno. Et vous voulez développer cela parce que c'est en lien avec l'utopie et le corps. J'entendais par là le refus du réel tel qu'il est, en fait, l'état de choses existant. Une œuvre d'art qui ne serait pas critique, asociale, une sorte de monade fort close sur elle-même, pour Adorno, serait dans une sorte d'harmonisation avec le réel ou de réconciliation extorquée avec le réel, en fait. Et Adorno, au contraire, cherche à souligner que les choses ne vont pas telles qu'elles sont, que nous sommes dans un monde en crise, qu'on ne peut pas se défiler face à l'extrême négativité du monde qui est le nôtre. Et c'est pour ça qu'il y a une telle exigence de radicalité vis-à-vis de l'art, c'est parce que tout art, toute œuvre qui concéderait des éléments positifs dans la représentation du réel serait soupçonné en fait de pactiser avec celui-ci plutôt que de vouloir le transformer. Donc il y a, voilà, cette exigence de transformation des conditions sociales existantes par la présentation d'un art qui est complètement buté en résistance face à ce qui est. Donc le fait même que les œuvres d'art soient si asociales, soient si à distance du sujet qui les expérimente, qu'elles nous malmènent à ce point, c'est justement parce qu'elles doivent faire signe vers une autre réalité ou voilà, une autre forme sociale que celle qui est la nôtre aujourd'hui. En tout cas, elles portent l'exigence d'une transformation du réel. Et voilà, tout compromis avec celui-ci serait un signe de complaisance pour Adorno. Je crois c'est quelque chose qui maintient de bout en bout, quoi. Son extrême radicalité, sa radicalité critique, elle tient précisément à cela. Elle se soutient d'une exigence politique véritable. Parce que les exemples, les analyses que vous mentionnez, Beckett, Beethoven, c'est quand même des auteurs en qui le réel et ce monde cru en plan, quoi. De voir que théoriquement Adorno refuse plutôt cette méthode un peu paradoxale. Au contraire, chez Beckett, si on prend fin de partie, le monde, on ne sait pas dans quel monde on est, mais c'est un monde qui est apocalyptique, il n'y a pas d'extériorité, mais en même temps on se rend compte qu'on est... Voilà, il y a quelque chose de très diffus, de très inquiétant. La réalité n'est jamais nommée, vraiment représentée comme telle, mais son absence même crée l'ambiance très particulière de la pièce et le fait qu'on soit justement dans une fin de partie. Et chez Beethoven, ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la dissonance. C'est justement le Beethoven tardif, c'est la question de la dissonance plus que de la consonance qui l'intéresse chez Beethoven et qui j'avais écrit un petit article là-dessus, mais qui fait justement que Beethoven peut devenir un modèle pour Adorno pour penser une réforme de la dialectique hegelienne, qui n'irait pas vers l'harmonisation, vers voilà, le dépassement du négatif dans une forme de positivité supérieure qui réconcilierait les contraires, mais au contraire, penser une forme de dissonance qui s'installe, qui se perpétue et qui refuse en fait son retour à la consonance. Et c'est saisissant de voir comment justement, dans certains textes, Adorno passe de Beethoven à Hegel pour penser justement une réforme de la conceptualité, de la logique, de la dialectique spéculative en une dialectique négative. Donc non, au contraire, je pense que Beckett comme Beethoven, dans leur dissonance, dans leur noirceur, sont des réserves justement pour Adorno pour penser
et une transformation de la philosophie, de la manière de faire de la philosophie, de la conceptualité philosophique, et pour penser aussi le rapport de l'art à la réalité et l'exigence et de la philosophie et de l'art que la réalité soit, l'art véritable, authentique, que la réalité soit autrement qu'elle n'est. Il le dit précisément à propos de Beckett, tout dans les pièces de Beckett crie en silence, c'est vrai que c'est paradoxal, hein, qu'il faut qu'il en soit autrement. Mais c'est la confrontation avec l'extrême noirceur de l'univers théâtral de Beckett qui, justement, est une utopie négative qui nous amène à penser le monde tel qu'il est dans son extrême noirceur, hein, se confronter à la négativité et en même temps, du coup, imaginer, sans le formuler positivement, comment le monde devrait être autrement. Je crois que le degré zéro, c'est le réalisme. Le réalisme, donc il ne rate pas une occasion d'épingler le réalisme socialiste, mais bon, le réalisme généralement, quoi. Et des auteurs qui considèrent comme réalistes, lui, à son sens, c'est des gens comme Beckett ou des gens comme Kafka, quoi. C'est ça un peu la littérature qu'il appelle de ses voeux. Enfin, la littérature, c'est même pas qu'il l'appelle de ses voeux, c'est la littérature sur laquelle repose aussi sa philosophie, parce que c'est compliqué cette théorie esthétique, parce qu'elle n'a pas valeur de manifeste, elle ne demande pas des choses, elle ne demande pas des œuvres comme ça, elle s'appuie sur certaines œuvres en disant que ces œuvres disent des choses, et c'est à partir de ces œuvres-là qu'elle se constitue elle-même en tant que théorie esthétique, et éventuellement elle suggère des choses à des gens, quoi, mais voilà, elle suggère des choses comme des choses par rapport au noir, par rapport à des choses comme ça, mais oui, voilà, le réalisme, c'est ça, quoi. Le vrai réalisme, c'est ça, quoi. C'est pas celui qui limite la réalité, quoi. Et il y a une difficulté aussi dans la théorie esthétique qui est liée au fait qu'il y a... Enfin, je l'ai évoqué très rapidement sans développer, mais en fait, elle contient des analyses d'œuvres, elle présuppose des analyses d'œuvres qu'elle ne contient pas. Donc, c'est vrai qu'il faut aller voir les textes d'Adorno sur la musique, il faut aller voir ses notes sur la littérature pour comprendre, en fait, ce qu'analyse la théorie esthétique. Mais il ne faut pas commencer par la théorie esthétique, en fait. Il faut avoir lu peut-être potentiellement tout le reste pour ensuite pouvoir comprendre finalement cette espèce de synthèse qu'Adorno propose de ces analyses successives, hein, pour comprendre une synthèse qui théorise tout ce qu'il a pu penser, écrire sur la musique, sur la littérature. Ouais. Merci beaucoup, Lucie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions en ligne. Je vois qu'il est... On peut éventuellement s'arrêter là. Merci encore. Merci beaucoup pour votre invitation, encore une fois, et merci Christophe d'avoir pris du temps pour qu'on discute de tout ça. J'irai voir, ça me donne envie d'aller revoir un peu ce qu'Adorno écrit sur Husserl. C'est une bonne piste. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Merci Aurélien. Bon, bah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, Christophe. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Aurélien. Au revoir, Salut Christophe. Alexis. Merci. Merci pour la séance. À bientôt, Aurélien.